Donc on a évoqué depuis ce matin et puis en ce début d'après-midi comment s'internationaliser, comment créer plus de business, comment développer ses équipes. Et maintenant, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est pourquoi on fait tout ça, ce qui ramène l'entreprise à ce qu'on appelle, et ce qui est de plus en plus dans l'air du temps, sa raison d'être, son objectif, son purpose, et qui ramène l'entreprise au-delà voilà, de sa fonction de valoriser un investissement, de créer de la valeur, etc., etc. Ce qui ramène aussi l'entreprise à sa fonction première, qui est de créer des biens et services utiles pour la société, voire dans certains cas pour la planète. Et je crois que ce qui est aussi intéressant dans ce sujet, c'est que c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui crée de la cohérence entre tout ce qui a été évoqué ce matin, tous ces projets-là. C'est ce qui crée le ciment de l'entreprise, qui fait que les équipes vivent bien ensemble, qui fait qu'elles se projettent dans la durée. Et je crois aussi que c'est ce qui crée un lien, un pont entre l'histoire de l'entreprise. On a parlé des doueurs du début, de ceux qui étaient là à la genèse. Et ça réconcilie un petit peu les raisons pour lesquelles vous êtes beaucoup de fondateurs ici, vous avez créé votre entreprise, avec le projet de long terme. Donc une sorte de pont temporel, cette raison d'être. Et elle répond à une question un peu existentielle, hein, qui est complexe, qui est si mon entreprise n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait dans le monde? Voilà, ce qui ramène aussi l'entreprise vraiment à son identité première. Alors voilà, moi je suis une grande convaincue de ces sujets, mais je vais donner surtout la parole aujourd'hui à 3 entrepreneurs que vous avez déjà découverts ce matin, qui sont Adrien, Marco, Stéphane. Et puis Isabelle est là, donc moi mon rôle c'est d'introduire, et Isabelle, son rôle est de conclure, avec à chaque fois une double casquette, puisque Isabelle a une casquette d'investisseur, donc elle va nous donner à chaque fois cette vision-là, et puis aussi à la tête d'une entreprise qui est elle-même en pleine croissance. Voilà. Et on propose de décomposer cette table ronde en deux temps. D'abord, les enjeux qu'on voit autour du fait de définir une raison d'être, d'avoir une mission assez forte d'entreprise, idéalement voilà, tournée vers une contribution sociétale. Et puis ensuite, on dira un petit mot du comment. En fait, comment vous avez procédé avec vos équipes, avec peut-être votre board, etc., pour définir cette raison d'être et ce projet d'entreprise. Alors, on commence avec toi, Marco. Pour toi, c'est quoi les enjeux les plus importants autour de cette définition d'une raison d'être? Je vais peut-être faire peur à tout le monde, mais on est en train de rentrer dans une problématique extrêmement compliquée pour toutes les boîtes, que ce soit en Europe et d'ailleurs aux États-Unis, mais surtout en Europe en fait, qui est l'accès à des ressources, à des employés. Je pense que là, je vous apporte peut-être des éléments un peu nouveaux. Mes amis qui sont dans les RH le suivent, mais en fait, on a eu donc le Covid. On a eu le Covid, et là, depuis quelques mois, à peu près 2 mois, je pense qu'on est en train de basculer dans une énorme problématique de pénurie de ressources et de talents. Alors, je parlais juste de l'aspect macroéconomique d'abord. Ça dépasse un peu l'aspect conjoncturel. Et après, je vous parlais de l'aspect conjoncturel. Mais l'aspect macroéconomique, on va perdre 13 millions de personnes actives en Europe dans les 10 prochaines années. En Allemagne, on va perdre 4 millions d'actifs sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'en fait, en Allemagne, je crois qu'ils sont autour de 40 millions, un peu plus de 40 millions, enfin, pratiquement, ils vont avoir 10% de moins d'actifs. En France, on va pas perdre, sur les 10 prochaines années, on va pas perdre le nombre d'actifs va continuer à un peu augmenter parce que la population française augmente, mais on va perdre des actifs dans la moitié des régions françaises. Donc il y aura moins de gens pour travailler. D'accord ? Donc ça, c'est l'élément structurel. Aux États-Unis, il y a un peu le même problème parce que la croissance de la population et la croissance de la population active se ralentit d'à peu près 30 à 40% dans les 10 prochaines années. Et les États-Unis, vous savez, font des croissances économiques de l'ordre de 3% par an, enfin 2 à 3%, quand l'Europe fait 1 à 2%. Donc, même s'il y a une croissance active aux États-Unis, ça ne va pas du tout être suffisant
pour fournir les besoins en main-d'œuvre aux États-Unis. Et donc, parce qu'on parle souvent de pénurie de talent, j'élargis un peu le sujet. C'est tout simplement une pénurie de personnes, en fait, de workforce, enfin de main-d'œuvre et évidemment de talent. La pénurie de talent, elle existait déjà. On était en plein emploi en France sur les cadres avant le Covid. Voilà, alors, ça c'est l'élément un peu structurel des 10 prochaines années, mais si on regarde maintenant les 18 prochains mois, les 24 prochains mois, le marché de l'emploi, c'est l'enfer pour les entreprises. Pour vous donner quelques éclairages, donc actuellement, il y a à peu près, ces jours-ci, il y a à peu près entre 900 000 et 1 million de demandes d'emploi en France digitales. Le maximum qu'on a eu avant le Covid, le maximum, c'est juste avant le Covid, c'était autour de 600 000 à 650 000 demandes d'emploi digitales. Je parle des demandes qui sont digitales, c'est-à-dire qu'on va retrouver par Internet, etc. C'est-à-dire qu'actuellement, on a 50% de plus de demandes de recrutement que le record des 20 dernières années. En parallèle de ça, tout le monde, tous les spécialistes s'accordent à dire que le turnover des boîtes va considérablement augmenter. Probablement, la plupart des boîtes vont avoir un turnover double par rapport à ce qu'il était dans les 10 dernières années. Ça veut dire que, en fait, cet effet-là, actuellement, des 900 000 à 1 million de demandes d'emploi qu'on a actuellement, qui est sans doute lié en bonne partie, à une sorte de rattrapage Covid, en fait, ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, dans les prochains 18 à 24 mois, ce sera l'enfer parce qu'il y aura énormément de turnover dans énormément de boîtes et donc face à ça, il y aura énormément de demandes de recrutement. Et donc, je pense que nous tous, enfin entrepreneurs, on est tous conscients de l'importance de nos talents, des difficultés et des enjeux de recrutement, mais on n'a encore rien vu. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans les dernières années n'est pas ce qu'on va voir dans les prochains 18 à 24 mois. Ce qu'on va voir dans les 18 à 24 prochains mois, ça va être extrêmement, extrêmement difficile de recruter des gens, de recruter des talents, et probablement aussi et aussi chacun de nos collaborateurs sera extrêmement précieux. Parce que quand il partira, ce sera difficile de le remplacer. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? C'est juste pour vous sensibiliser d'abord, parce que c'est peut-être des informations que vous n'avez pas, parce que c'est assez frais. Pour l'instant, c'est pas encore, on n'en parle pas trop encore dans la presse. Enfin, tout le monde a conscience du fait, vous voyez, toi, tu vois repartir les demandes, etc. Mais on voit les recrutements repartir, mais en fait, on est vraiment en train de rentrer dans un cycle extrêmement tendu. Et donc, maintenant, se pose la question de comment est-ce qu'on arrive à recruter des gens et comment est-ce qu'on garde nos collaborateurs. Donc, je crois pas, en fait, je pense qu'on ne peut pas y arriver, en fait. Par rapport à ta question, je pense pas qu'on y arrivera, en fait. Je pense que les projets, enfin, les sociétés qui n'auront pas de mission, qui ont du sens, n'y arriveront pas. C'est-à-dire qu'on pouvait y arriver il y a 5 ans, on pourrait y arriver il y a 10 ans, mais je crois sincèrement que dans les prochaines années, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que les entreprises qui ne proposeront pas une mission qui a du sens pour les gens ne pourront pas réussir à attirer des talents et perdront leurs collaborateurs. Donc, ce sujet, il devient totalement stratégique et il dépasse même, je dirais, disons, l'envie des dirigeants. Voilà, il y a des dirigeants qui ont envie d'être une entreprise à mission, peut-être d'autres dirigeants sont moins sensibles à ça, mais en fait, ça sera, disons, un facteur de clé absolument, je pense, essentiel du développement des entreprises dans les prochaines années. Et donc, c'est quelque chose qui devient incontournable. D'accord, donc avant tout, un enjeu de recrutement des talents. Avec la et garder ses collaborateurs. Après, pour garder ses collaborateurs, pour moi, il y a
je dirais deux choses. Il y a deux choses qui vont être absolument essentielles pour garder ses collaborateurs. Il y a effectivement une mission de l'entreprise qui a du sens, donc ça sera très très important. Et puis le deuxième élément pour garder ses collaborateurs, ce sera qu'ils soient en succès dans leur poste. Tout simplement, enfin, faut juste penser à ça, qu'ils soient en succès dans leur poste. C'est-à-dire que les gens vont rester parce qu'ils sont en succès dans leur poste. Parce que le succès dans leur poste sera le driver de leur motivation et et aussi parce que de leur valorisation, qu'ils auront l'impression d'être utiles, l'impression de réussir. Et voilà, c'est vraiment la notion de succès et la notion de mission, de raison d'être. Merci beaucoup. Donc il y a ce volet vraiment interne. Adrien, donc toi, tu as aussi une mission d'entreprise qui est très forte, que tu pourras nous rappeler d'ailleurs, dans un métier qui est difficile, celui du métier de l'intérim. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui les enjeux que tu vois sur le fait d'avoir développé une mission d'entreprise très forte et d'avoir même d'ailleurs responsabilisé aussi une personne à temps plein parmi les 4 dirigeants sur ce sujet de la RSE? Déjà, merci Marco de ces informations. J'ai une vision du marché, mais je n'avais pas tous ces chiffres. Et c'est vrai que je suis en phase avec toi à me faire, comme Didier tout à l'heure, le micro marche mal. Donc, tout à fait en phase. Après, nous, on ne l'a pas fait pour ça. Et pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est effectivement un sujet. Ça va m'embêter, je vais le faire. J'ai une voix qui porte. Pour moi, c'est important, mais ce n'est pas le sujet le plus important, fondamentalement. Nous, pourquoi on a formulé une raison d'être et pourquoi on a travaillé au sens, tout simplement, de ce qu'on faisait dans l'entrepreneuriat, c'est que pendant longtemps, la technologie, pour moi, elle était, aux yeux du grand public, synonyme de progrès et de progrès social. Et en fait, on commence à se rendre compte que finalement, technologie n'est pas forcément égale à progrès. On prend l'exemple d'une société qu'on connaît bien, qui est Uber. Moi, Uber, je ne considère pas que c'est un progrès social d'avoir des livreurs qui sont payés en dessous du SMIC, qui ont un accident de scooter, ils ne sont pas pris en charge. Et moi, ça n'a jamais été un modèle que j'avais envie de défendre. Et quand on s'est lancé sur Bruce, on s'est dit, nous, on a envie d'utiliser la technologie comme un vrai vecteur de progrès, mais de progrès économique, mais aussi de progrès social. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question dès le premier jour, si on a la chance un jour d'être un grand succès, on veut que ce soit un succès économique, mais qui aussi apporte vraiment de l'impact positif sur la société, et pas au détriment d'une frange de la population, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes qui pâtissent des changements apportés par ces sociétés technologiques. Et moi, je pense que l'intérêt d'essayer d'avoir une raison d'être et de se poser ces questions, c'est de se dire quel monde on veut dans le futur. Et il faut se le poser très tôt pour, dès le début, avoir en tête les impacts que peuvent avoir nos technologies, nos évolutions. Bruce, donc la raison d'être, nous, c'est d'essayer de faire évoluer le monde de l'emploi pour le rendre plus juste et plus efficace. Et pour ça, on utilise de la technologie, on utilise des algorithmes, mais on sait dès le premier jour que les algorithmes, ils utilisent l'intelligence artificielle et ils peuvent reproduire des inégalités, peuvent reproduire des discriminations, et que si on veut éviter ça, c'est dès le début, il faut former les gens, il faut trouver des mécanismes de contrôle pour ne pas jouer simplement aux apprentis sorciers qui n'ont qu'un seul objectif, qui va être la réussite économique. Parce qu'on voit aujourd'hui que les plus belles boîtes, les fameux GAFA, ont apporté énormément de choses d'un côté, mais souvent au détriment de tout un tas de choses. Et moi, je suis un jeune papa, j'ai une merveilleuse petite fille de moins de 2 ans, et j'ai envie de construire le meilleur monde pour elle. Et ma responsabilité d'entrepreneur, c'est de me poser les questions, quel monde je contribue à construire avec Bruce. Et si j'ai la chance un jour de faire un immense succès qui a beaucoup d'impact, je veux que cet impact soit positif. Et c'est vraiment ça, nous, la démarche qu'on a adoptée depuis le début. On s'est toujours dit, on veut dédier les 10-15 prochaines années de notre vie à une aventure entrepreneuriale, mais on veut qu'elle ait du sens. À l'époque, on ne parlait pas d'impact, on parlait simplement d'avoir du sens et de se dire on fait les choses bien, tout simplement, et on est fiers. Moi, je pense toujours à ma maman qui s'en fout de combien je lève. C'est-à-dire, je peux être dans les échos, Bruce lève 100 millions, peut-être l'année prochaine. Elle en a absolument rien à faire. Par contre, ma maman, le jour où je suis dans Balance ta start-up, parce que je traite mal mes employés, alors là, je peux vous dire que je vais en prendre une sacrée quand je vais aller au repas du dimanche. Donc voilà, c'est un peu comme ça nous qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on essaye de construire notre société. Alors tout n'est pas parfait, on a encore plein de choses à améliorer, mais en tout cas très tôt, on a essayé de réfléchir à notre impact, à notre raison d'être, à qu'est-ce qu'on essayait de faire au-delà de gagner de l'argent, même si c'est quelque chose d'extrêmement important, bien évidemment, le succès économique, mais pas que, prendre en compte d'autres sujets, toutes les parties prenantes.
quel impact on a sur nos clients, sur nos talents, parce qu'on est une plateforme, sur nos employés. Et puis en grandissant, en ayant un petit peu des ressources, même si elles sont maigres, ben on a commencé à dédier de plus en plus de temps à ces sujets. Et comme l'a dit Elodie, depuis maintenant 1 an et demi, on a une personne qui est dédiée à ces sujets. Ça a été supporté, je remercie notamment Patrice et Pierre qui nous ont supporté là-dedans pour dire bah oui, allez-y, dédiez du temps, c'est des sujets importants. Et ce qui est plutôt bénéfique, hein, c'est qu'effectivement, on en tire aussi d'autres bénéfices qui peuvent être peut-être un jour commerciaux, RH également. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut le faire juste en se disant bah, quel impact on a envie d'avoir sur la société. Et c'est notre responsabilité d'entrepreneur, puisqu'on a un rôle important dans le monde qu'on est en train de construire. Et il faut qu'il soit le plus positif possible et il faut se poser des questions. Dès maintenant, dès le premier jour de la société, il faut se poser des questions de l'impact qu'on aura un jour. Et nous, c'est comme ça qu'on a fait les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en tire certains avantages, mais je ne pense pas qu'il faille le faire pour les avantages. Il faut plus le faire parce qu'on a envie de pouvoir se regarder dans une glace et de faire de ce qu'on fait. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit qu'il y a un alignement complet entre tes valeurs personnelles, le projet business et même la vision de la société que tu as. Et ça se ressent beaucoup quand on va chez Bruce et qu'on discute avec les salariés. On voit qu'ils sont vraiment animés par ça, parce que c'est très incarné. Voilà, donc... Je ne sais plus, était la dame qui se demandait sur le sujet du bullshit, sur les valeurs et sur la culture. Je pense que c'est pareil. Les gens ne sont pas bêtes, les employés surtout connaissent la boîte. Et si on essaye de faire de l'impact washing, comme certaines sociétés ont pu faire du greenwashing, ça ne marchera pas, ça n'aura aucun intérêt pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord faire quelque chose qui nous correspond, qui correspond à nos valeurs. Nous, la thématique de Bruce, pour vous en parler un petit peu, on est une plateforme d'emploi spécialisée dans le travail temporaire. Donc c'est des métiers qui sont assez précaires, on ne va pas se mentir, hein. C'est des gens qui ont des contrats de travail qui sont en moyenne de 10 jours en France, qui sont de plus en plus courts. Depuis 20 ans, ça a fait que réduire cette période-là. Donc on est sur un métier qui n'est pas facile. Nous, on a fait le choix dès le premier jour d'aller sur un métier compliqué qui est l'intérim, qui est très cadré d'un point de vue juridique, alors qu'on aurait pu aller sur des plateformes d'auto-entrepreneurs freelance, mais qui pour nous apportent encore plus de précarité sur un monde déjà précaire. Donc on s'est compliqué la tâche pour faire quelque chose qui nous correspondait plus. Et la vision qu'on a, c'est de dire, ces gens-là, souvent, ils n'ont pas les opportunités que moi j'ai pu avoir, que d'autres personnes ont pu avoir, et on a envie d'essayer à les aider à tout simplement trouver un emploi et derrière les faire grandir. Et ça revient de mon histoire personnelle, parce que par exemple, nous quand on étudie le marché de l'emploi, en France, vous avez 5% des personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Hein, donc c'est des quartiers un peu difficiles économiquement, et ces personnes-là ont des taux de chômage 3 fois plus élevés que les personnes qui vivent dans des quartiers environnants normaux. Moi, j'ai grandi pendant 11 ans dans un quartier comme ça, et je connais les difficultés que peuvent avoir les habitants de ces quartiers à avoir des opportunités de travail, à avoir accès aux études supérieures, et à ma hauteur, j'ai envie d'aider un petit peu et de dire c'est possible. La preuve, moi j'ai eu la chance de faire une grande école et derrière m'ouvrir à un champ des possibles assez exceptionnel d'un point de vue professionnel et derrière entrepreneurial. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, donc on a envie, chez Bruce, d'aider un petit peu les gens à faire ça et d'éduquer un peu les consciences. Et d'ailleurs, si on se regarde un petit peu dans cette salle, on n'est pas beaucoup, je pense, qui venons d'un milieu difficile. On a tous la chance de venir plutôt des milieux aisés. Alors la parité homme-femme n'est pas très respectée, mais on a quelques femmes. Mais en revanche, pour ce qui est des minorités visibles, malheureusement, elles sont absentes. Donc je pense que c'est assez symptomatique d'un problème qu'on a en France, un problème tout simplement d'égalité des chances. Et nous, fondamentalement, notre modèle, c'est d'essayer de contribuer à améliorer ce sujet de l'égalité des chances en France, grâce à la technologie et grâce à des valeurs humaines assez fortes. Tu as raison, d'ailleurs, je trouve que c'est un vrai sujet sur les startups. Parce que je l'ai frappé parce que je participe à un groupe auquel vous participez peut-être, qui est le Galion. Et honnêtement, je suis stupéfait par... je trouve que dans ce groupe, moi, je suis assez choqué en fait, parce que je trouve qu'il y a 80% des gens qui me paraissent assez bon chic, bon genre en fait. Et je ne vois pas du tout, effectivement, la diversité, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est assez choquant, en fait. C'est très bien le Galion, par ailleurs. Hein, mais c'est vrai que c'est pas eux qui sont à l'origine de ça. Mais c'est... C'est un sujet, si tu me permets de te couper,
que ce soit la French Tech ou le Galion, si on parle du coup d'une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le manque de diversité et qui nuit à l'égalité des chances, il y a des sujets profonds, c'est-à-dire que économiquement, les personnes qui sont les moins bien loties en France, elles vont moins avoir accès aux études supérieures et donc moins avoir accès à des carrières professionnelles élevées et donc à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une manière très profonde dans la société, c'est un peu long à changer. Mais après, au niveau du Galion, comment il fonctionne par cooptation. Donc qui dit cooptation, dit réseau et dit microcosme social qui nuit à la diversité, alors qu'on peut mettre en place des dynamiques et il y a des fonds d'impact qui essayent d'aller chercher aussi les personnes qui viennent de ces milieux-là en ayant des approches dans des quartiers, avec des associations, etc. Et ça peut permettre de pallier, en partie bien évidemment, pas totalement, les problèmes profonds de nos sociétés. Et nous, c'est ce qu'on essaye un tout petit peu de faire à notre niveau de Bruce, de voir comment on peut avoir des actions concrètes qui contrebalancent un petit peu ça dans le recrutement. Et je pense que Marco fait exactement la même chose avec MeteoJob. Nous, on croit vraiment à mettre en place des méthodes de recrutement qui soient non discriminantes, qui soient vraiment basées sur les compétences, versus des choses qu'on voit encore aujourd'hui dans notre environnement. Je prends un exemple, Payfit, qui est une des plus belles startups françaises aujourd'hui, avec des levées très importantes, qui avait un article très fier sur leur mode de recrutement qui était publié dans Madines, alors que c'était tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut faire un recrutement non discriminant. Puisque vraiment la synthèse finale du recrutement, c'était un barbecue qui décidait si oui ou non on recrutait le candidat. Et là, en fait, on est juste en train de dire, je vais recruter à la gueule du client sur est-ce qu'il vient de la même école que moi, il s'entend bien avec moi. Et la personne qui vient d'un autre milieu, forcément, va être moins à l'aise et elle va moins briller dans cet environnement-là, alors qu'il y a des méthodologies, ça est démontré par des scientifiques au niveau international, qui permettent de recruter de la bonne manière. Et ça, c'est un sujet qu'on va essayer d'être ambassadeur. Avec Marco, on va essayer de faire des choses ensemble d'ailleurs, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, et ça touche à quelque chose d'extrêmement important, qui est l'égalité des chances, et qui, pour moi, fait partie des vraies valeurs républicaines françaises. Donc, on se doit de le faire en tant que... Et du coup, ouais. Bravo. Et c'est vrai que vous mentionniez ces problèmes d'équité, de diversité, et on le voit aussi dans les fonds et les entrepreneurs financés par les fonds. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Il y a très peu de femmes, donc pour le genre. Et alors après, en termes de diversité, oui, on retombe. Et en effet, on a quelques fonds qui en font véritablement leur stratégie d'investissement. On a des fonds d'impact social qui vont avoir des politiques orientées, et sans les citer, et on en connaît, qui vont avoir des politiques orientées pour aller chercher des entrepreneurs dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, on a une vraie intention pour aller chercher ce type d'entrepreneurs. Et malheureusement, on a encore une perception du marché dont je fais partie, enfin, pas moi à titre personnel, mais le marché dont on fait partie des financeurs, qui est fonds d'impact sociétal, social, ça va sous-performer. Mais non, ça ne sous-performe pas. C'est exactement les mêmes niveaux de performance. Mais on a cette aversion au risque qui est très forte. Alors, est-ce qu'elle est très forte qu'en France ? Je n'en sais rien. J'aurais du mal à le dire. Il y a beaucoup de fonds d'impact qui sont nés au UK. On en parlait plutôt du marché UK un peu atypique. Mais il n'empêche que sur ces sujets d'impact sociétaux, ils ont été plutôt en avance et ils ont plutôt été innovants. Et c'est plutôt eux qui nous ont aussi drivé. Et puis, Élodie, tu peux témoigner sur ton passé également dans l'impact investing. Mais on a vraiment ce sujet de la diversité qui est vraiment clé et qui est très compliqué à adresser et qui ne progresse pas. Tout à fait. La diversité, c'est devenu le sujet clé ESG de tous les fonds de private equity de la place. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question de s'appliquer à soi-même ce qu'on va prêcher vis-à-vis de ces entreprises. Et donc, résultat aussi d'exemplarité, de montrer l'exemple. Et je crois d'ailleurs chez Bruce, quand on va chez Bruce, on voit que cette diversité, là encore, elle est incarnée dans l'entreprise. Donc, le message sur la mission est aussi cohérent avec l'interne. Moi, j'ai une question, c'est auprès des financeurs, des investisseurs, parce qu'à l'époque, il y avait des critères de sélection en fonction des écoles qui étaient faites. Donc, ça commence par là. Parce que si vous regardez que des dossiers chez HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon ou autres, ça va être plus compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'investisseurs, alors je reprends Marco Hackning tout à l'heure qui disait qu'il y avait certains fonds américains qui voulaient s'adosser qu'avec 3 fonds français. Donc déjà, ça commence là aussi. Non, c'est vrai que c'est terrible, hein, ce cluster des grandes écoles de cooptation. Alors, bien sûr, c'est gage
d'un niveau de compétence. Mais il faudrait pouvoir sortir de ce prisme-là, parce que c'est en effet, mais malheureusement, c'est encore beaucoup gage de... le dossier va être regardé plus attentivement et va peut-être passer plus facilement les premières étapes du deal flow. Enfin, ça, on peut tous en témoigner, hein, malheureusement, c'est encore ça. Hein. Et c'est vrai que même dans nos recrutements en tant qu'entreprise, hein, et on sort du domaine financier, c'est vrai qu'on a tendance aussi, et surtout au démarrage, je dirais peut-être, de faire aussi beaucoup parmi notre environnement proche. C'est rassurant aussi de recruter sur recommandation. Et en fait, nous-mêmes, il faut prendre conscience de ce biais qu'on reproduit un système de cooptation qui peut parfois nous éloigner de la diversité. Pour info, parce que moi j'ai fait en fait une première expérience, j'ai fait une boîte de software dans le voyage, dans l'industrie du voyage pendant 10 ans. Donc moi c'était du software, mais en fait nos clients c'était des voyagistes, des gens qui vendaient des voyages. Il y a eu énormément de success stories dans le voyage en ligne en France hein, et à l'international. Les boîtes ont... C'était une grande vague. Alors les boîtes ont hyper performé, etc. Et je dirais 80% des entrepreneurs, je pense, n'avaient pas le bac en fait, ou en tout cas, disons, un tiers n'avait pas le bac, je dirais. Et 80% n'avaient certainement pas des diplômes de grandes écoles. Enfin, mais 100%, je crois que j'en connais pas un seul qui a fait un diplôme de grande école, en fait, dit de commerce, dit d'ingénieur, quoi. Et ils ont tous fait des success stories incroyables. Enfin, c'est des success stories en centaines de millions d'euros, en fait. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour faire un success story. Et peut-être même qu'il y a une niaque qui est peut-être plus forte en plus. Donc on a été là dans le métier du recrutement avec Adrien et Marco, et maintenant on passe à un tout autre métier, qui est le métier que tu connais Stéphane, de l'individuation marketing. Pour toi, quel est l'enjeu dans ce métier particulier que tu fais? Quel est l'enjeu du purpose, de la raison d'être? La problématique, elle est relativement simple, c'est qu'on est dans le marketing à partir des data. Donc c'est extrêmement décrié par tout le monde, on le vit tous en tant que consommateur, en tant que citoyen également. Et nous, on propose des solutions qui vont permettre de vraiment identifier chacun d'entre nous ce qu'on est, comment on va se comporter, ce qui est possible de faire. Ouais, merci. Et dans ce cadre-là, évidemment, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à la fois en interne, mais également sur les marchés. Et c'est pour ça que j'aime bien parler que pour moi, c'est une solution de symétrie des attentions entre l'interne et l'externe. Ça veut dire concrètement, Marc, on a parlé sur la partie recrutement. Pour la première fois, il y a 2 semaines, un candidat nous a dit « Ah mais non, moi, le marketing, je ne veux pas en entendre parler ». Donc ça montre un changement. Et donc, on a argumenté, évidemment, en lui disant mais qu'on peut construire un marketing qui est éthique et responsable. On peut le penser comme ça. Et ce qu'on a essayé de faire au travers de cette solution, c'est vraiment de donner les moyens aux entreprises d'aller dans cette voie-là. Alors, ce n'est pas simplement des mots, il fallait le montrer, notre capacité de le faire. Ça veut dire que concrètement, l'idée, puisqu'on rentre dans cette logique d'individuation, c'est de respecter la personne pour ce qu'elle est, de respecter ce qu'elle aime, respecter ses tendances, ce qu'elle souhaite, ne surtout pas la sursolliciter. Et donc, dès qu'on utilise notre solution, typiquement, le nombre de sollicitations qui sont envoyées aux clients chute entre 30 et 50%. Vous voyez, donc c'est vraiment notable et ça se voit. Mais ça, c'est une preuve. Et cette preuve, elle est valable pour les clients, il faut leur montrer, évidemment. Et il faut attirer également en interne tous les salariés dans cette vision-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a à peu près 30% de la boîte qui ne comprend pas cette vision-là. Et eux, ils ne voient pas à quoi ça sert. Ils ne voient carrément pas à quoi ça sert. Alors pourquoi? Parce qu'on a fait un pivot il y a, on va dire, il y a 1 an et demi. Vraiment, la matérialisation du pivot, c'était il y a 1 an et demi. Moi, je considère qu'il nous reste encore 30% du boulot à faire pour finir cette métamorphose. Et certaines personnes qui étaient là avant n'ont pas compris ces changements, n'adhèrent pas à ce changement-là. Et donc, c'est compliqué. Et c'est pour ça que ce matin, quand je parlais de perspectives pour le futur en termes de compétences, mais il y a aussi d'adhésion par rapport à cette vision-là, et ça en fait partie. Parce qu'à un moment donné, le grand écart, il va se produire, et évidemment, les adducteurs ne vont pas supporter ça longtemps. Donc, c'est vraiment cet esprit-là. Et est-ce que le fait de définir sa raison d'être récemment, enfin, elle était déjà là, hein, elle n'était peut-être pas explicitement formulée, elle était déjà là, est-ce que ça a favorisé ce pivot? Est-ce que ça a aidé à faire comprendre la vision de long terme?
Oui, alors je rebondis aussi sur ce qui a été dit ce matin. Il y a la raison d'être, il y a la culture et il y a la réalité. Il se trouve que le changement de culture a été déjà là, était existant. On insiste beaucoup sur tous ces sujets-là. On s'est fait aider, on a refait notre plateforme de marque qui reprend toutes ces thématiques-là. Vous voyez, on va jusqu'à parler de marketing éthique. Donc ça va loin. On parle aussi d'empathie algorithmique. C'est des mots qui sont assez forts, qui sont très forts. Alors évidemment, quand je parle avec un psychologue d'empathie algorithmique, j'ai l'impression qu'il va s'évanouir. Et quand je lui explique, typiquement, moi, face à vous tous, je suis incapable de faire de l'empathie individuelle. Donc j'essaye de trouver quelque chose de moyen qui va plaire à peu près à tout le monde. Et que si j'avais les moyens, si j'avais la possibilité d'ubiquité, je serais en face de chacun d'entre vous et je tiendrais des propos qui vous correspondraient. Mais là, je serais capable de faire de l'empathie. Et donc notre solution, c'est une intermédiation entre ce qu'est capable de faire un humain en tant qu'empathie et là, la réalité de chacun des consommateurs, face à des millions de consommateurs. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut sentir et ressentir. Alors, je peux raconter une anecdote. Quand on a travaillé avec Elodie, on a eu des débats sans fin entre nous deux parce que c'était compliqué de faire comprendre ça. Par exemple, pour Elodie, qui avait une vision qui n'était pas celle-là. Parce que c'est vrai que le marketing, encore une fois, tel qu'on le voit traditionnellement, c'est pas ce que je suis en train de vous raconter. Et donc, c'est très compliqué de le faire valoir, de l'expliquer. Et pareil, commercialement, aujourd'hui, on insiste vraiment sur ces termes. L'empathie algorithmique, le marketing éthique, on explique en quoi c'est une réalité et finalement, nos prospects le comprennent. Donner une autre vision du marketing finalement, dans un secteur qui est en plus en train de se réinventer. Puis je trouve que dans ton approche, il y a quelque chose de très intéressant, qui a une dimension aussi écologique, de l'écologie de la donnée. C'est moins de données, la meilleure donnée, mais moins. Il y a moins de données parce qu'il y a plein de données qui servent à rien et qui sont collectées, donc il y a ce sujet-là. Et il y a un autre sujet aussi, c'est la façon même de concevoir les algorithmes et les calculs pour que ça soit de moins en moins, ça demande de moins en moins de puissance informatique. Et donc là, maintenant, depuis 2 mois, on a mis en place un système qui permet, chaque fois qu'un algorithme tourne, on mesure exactement son empreinte, sa consommation. Et ce qui permet aux mathématiciens, aux développeurs, de prendre concrètement conscience de ce que ça veut dire. Parce que c'est très abstrait finalement le cloud. En plus, tout le monde nous dit « Ah non, mais c'est GCP, c'est vert. » Ok, c'est vert, mais est-ce que ça résout le problème? Non, on peut aussi consommer moins. De la même manière, j'ai des salariés, j'étais assez drastique. J'ai dit enlever toutes les poubelles, j'ai tout enlevé, il n'y en a plus qu'une pour tout le bureau, pour 1000 mètres carrés grosso modo. Comme par hasard, il y a moins de déchets. C'est quelque chose d'assez notable. Et il y en a qui reviennent toujours le midi avec des sacs plastiques. Alors, j'arrête pas de leur dire, mais pourquoi vous reprenez pas votre sac plastique? Et l'argument, c'est de dire, mais c'est pas grave, c'est recyclé. Mais vous voyez, ce schéma-là, mais c'est le même pour quelqu'un qui programme en réalité. Mais c'est pas grave, c'est Google, donc c'est vert. Mais non, ça suffit pas. Et on essaie de travailler à faire prendre conscience ça à nos clients. Et on a au passage tout récemment mis un partenariat avec Ecotree en place, ce qui fait que maintenant dans l'interface du logiciel d'IM, il y a un onglet spécifiquement dédié et on voit les arbres qui sont là en expliquant que c'est de la compensation, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire le travail de diminution. Et donc, tous les clients le voient maintenant. Ils voient ce que ça veut dire. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à mesurer exactement la consommation de chaque client unitairement. Alors, on n'en est pas encore là parce que Google n'est pas forcément très coopératif pour nous donner ce détail-là. Mais on va faire des petites équations, ça on sait bien faire pour y arriver. Et ce qui permettra à chacun des clients de voir exactement ce qu'ils consomment et nous, ce qu'on fait comme travail de compensation derrière. Et puis ça met un prix sur le carbone, un coût sur le carbone, donc ça aussi c'est vertueux. Alors pour conclure, Isabelle, sur ce sujet, donc avec ta double casquette, toujours investisseur et entreprise, pendant longtemps, je crois que chez les investisseurs, l'ESG, c'est beaucoup limité aux pratiques business, comment on gère ses bureaux, comment on traite ses employés. Aujourd'hui, de plus en plus, les investisseurs vont sur le business model. Quel est son sentiment là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie différenciation aussi pour les investisseurs d'avoir en face de soi des projets d'investissement avec un vrai projet sociétal au cœur du métier de l'entreprise? Oui, ça a beaucoup évolué et c'est une vraie différence aujourd'hui encore. Et c'est vrai que j'ai une double casquette. Donc, dans notre entreprise, en fait, on est à la fois investisseur dans des entreprises en direct, également dans des fonds. Donc, on va être investisseur d'actifs et on a nos propres investisseurs puisque nous levons aussi des fonds. Donc, il faut qu'on aille lever des fonds auprès d'investisseurs institutionnels qui sont les banques, les mutuelles, des fonds de pension. Et donc, l'ESG, nous, on l'a vu
monter aussi vite côté investisseurs institutionnels, donc nos propres clients, et également au niveau des entreprises sous-jacentes. Et puis nous, en tant qu'entreprise, nous on l'avait également mis en place. Et donc c'est un sujet qui devient... alors j'ai envie de rebondir un peu sur tous les points que vous avez soulevés, parce que qui est clé dans nos recrutements. Aujourd'hui, capital humain, et c'est vrai que moi aussi, je te remercie, j'étais un peu même effarée, ça me faisait froid dans le dos d'entendre tes chiffres, parce que c'est vrai que c'est assez hallucinant. Vaut mieux être averti comme ça. Ah ouais, non, mais c'est sûr, vaut mieux être averti. Mais c'est vrai que je pense qu'on sous-estime en effet notre capacité à pouvoir trouver demain les bonnes compétences sur le marché du travail, et on le voit aujourd'hui, nous, dans nos propres recrutements. Donc quand on recrute des fonctions d'investisseurs pour venir rejoindre nos équipes, ils viennent parce que nous avons une raison d'être, parce que nous avons des valeurs. Et du coup, je rejoins aussi ce que tu mentionnais au début. Pourquoi nous, on l'a fait ? Parce que à l'époque, la finance, c'est quand même le mauvais acteur. C'est quand même celui qui exploite, qui rince les entrepreneurs et qui après les revend. Enfin, et nous, on s'est dit, mais non, mais nous, on ne veut pas faire ce boulot-là. Nous, on veut être fiers aussi de ce qu'on fait tous les jours et ce pourquoi on se lève le matin. Donc, on l'a fait avant tout parce qu'on en avait besoin, je dirais presque de manière égoïste pour nous. Et en fait, on a vu qu'on arrivait à fédérer derrière ça. Et on s'est dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on recrute grâce à ça. Et on recrute. Alors, au début, nous, on avait du mal à recruter dans les grandes écoles. Tu vois, c'est pour revenir sur le sujet des grandes écoles. Au début, nous, on avait du mal à recruter dans les grandes écoles. Déjà, on est plutôt une société de gestion qui, je pense, n'est pas dans les meilleurs payeurs par rapport à d'autres concurrents. Donc, il y a 5-10 ans, les jeunes à opportunités équivalentes, ils allaient là où ils avaient un meilleur salaire. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On attire des profils incroyables qu'on ne pensait pas pouvoir attirer. Et on attire aussi parce que, avant tout, on a un positionnement différenciant. Et ils viennent là, pas pour le salaire. C'est même plus... Et je pense qu'en effet, on sous-estime vraiment la motivation des nouvelles générations. J'ai envie de nous mettre dans ces générations aussi-là. C'est que nous aussi, on a envie de bosser pour avoir du sens au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc, nous, en tant qu'entreprise, du coup, forcément, quand on finance des entreprises, quand on investit dans d'autres fonds, on a envie qu'ils en prennent conscience. Parce qu'on se dit qu'en fait, nous, on veut investir dans les leaders d'aujourd'hui et qui vont le rester, ou dans les leaders de demain. Et on pense donc que c'est indispensable. Donc nous, en tant qu'entreprise, pour nous, c'est embarqué depuis le début et c'est absolument indispensable. Et quand on investit dans des fonds ou dans des entreprises directement, pour nous, c'est clé, parce que pour nous, c'est gage de réussite pour le futur. Et nos propres clients, aujourd'hui, alors on a de tout, on en a qui étaient depuis le début, qui étaient véritablement convaincus que ça devait faire partie de leur politique de placement financier pour générer pas que de la performance financière, mais aussi un impact positif sur le monde, avec beaucoup de modestie, mais véritablement des convictions. Et puis, on en a maintenant qui y vont par obligation, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout évoqué aujourd'hui, mais de toute manière, la réglementation, elle est en train de déferler de partout. On avait des vagues tout à l'heure dans l'illustration, mais de toute manière, même la réglementation, parce qu'on a une urgence climatique qui est juste démente et qu'on ne se bouge pas assez les fesses. Donc la réglementation, elle arrive et elle est en train d'imposer des règles drastiques à tous les acteurs. Et alors ça commence par les plus gros. Et puis, de toute façon, ça va tous nous toucher. Et donc, ça va accélérer ce phénomène-là. Donc, il y a aussi, de toute manière, un enjeu de licence d'exécution d'opération qu'il faudra aussi prendre en compte. Et donc, ça aussi, c'est un accélérateur d'intégration. Donc, c'est la license to operate. Donc, c'est véritablement, de toute manière, si on n'est pas convaincu, alors que je pense qu'en effet, c'est vraiment la première raison pour laquelle il faut le mettre en place. Et si on n'a pas de problème de talent ou pas encore, il faut de toute manière le faire parce que de toute manière, on va se faire rattraper. Quentin, tu voulais témoigner là-dessus aussi ? Ça
marche. Non, en fait, j'avais deux remarques et une question. La première remarque, c'est juste bravo, parce que ma forte conviction, c'est qu'on est des entreprises qui ont le vent en poupe, qui ont les médias avec nous en ce moment. Et je trouve ça super cool que vous et d'autres, hein, évidemment, vous montriez l'exemple. Parce que je pense vraiment que le reste des entreprises vont suivre parce qu'on a les médias avec nous, parce qu'on a un certain nombre de choses. Et Adrien, je me reconnais énormément dans tes convictions. Je pense qu'on a une histoire qui est relativement proche et je trouve fantastique que tu l'incarnes comme ça. Et voilà, donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'était juste un piège dans lequel je me retrouve plutôt de ton côté sur le pivot, c'est-à-dire qu'on recrute beaucoup à la raison d'être. Et personnellement, j'ai remarqué un blind spot dans l'histoire d'Anjaro que je vois quand je parle à toutes les boîtes qui ont pivoté. C'est qu'en fait, comme les entrepreneurs, notre boulot, c'est d'être dans la vision et finalement, c'est raccorder ce qu'on fait avec notre vision. Au moment où on pivote, on a un coup d'avance sur le reste de l'entreprise. Et en fait, on a une grande partie de l'entreprise qui n'a pas compris qu'on est toujours aligné, ou peut-être même que simplement la raison d'être, elle est en train de changer. Et à ce moment-là, il y a un fort danger de désalignement entre la direction et le reste de l'entreprise. Et ce que tu racontais sur les 30%, je pense que ça le dit assez bien. Et nous aussi, on l'a vu, on a mis du temps à le verbaliser. Mais ce que tu as dit m'a fait vraiment penser à des conversations assez fortes sur le sujet avec d'anciens salariés, des gens qui sont partis. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez bien. La question, c'est plutôt, hier j'ai déjeuné avec Pachulski de Talentsoft qui me disait, en fait, il y a des gens comme vous, en gros, qui vont vouloir incarner quelque chose, et puis il va y avoir des escrocs parce que c'est en fait c'est on est un peu obligé, je suis désolé, c'est un peu triste ce que je veux dire, mais en fait c'est pas comme si on avait le choix en tant qu'entrepreneur d'avoir une sorte au moins de faciès ESG, c'est-à-dire qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'on s'affiche, sinon les talents vont pas venir chez nous parce qu'ils ont trop le choix. Donc c'est finalement comment est-ce que vous vous différenciez, qu'est-ce qui va faire que finalement les entreprises comme la vôtre, j'espère que comme la mienne aussi, finalement portent plus sur le marché qu'un certain nombre d'entreprises, sans doute au moins la moitié, qui fait de l'impact washing, comme tu disais tout à l'heure. C'est comme on Je disait, vais répondre à ta question. Pardon, je vais essayer de répondre à ta question parce que d'abord, en fait, moi, il me semble que la mission, la raison d'être, c'est quand même qu'il faut choisir, en tout cas, nous qu'on a, et que je pense que la plupart d'entre vous avez, c'est quand même des missions, des raisons d'être qui sont quand même un peu sur le long terme. Enfin, donc, je pense que les pivots, on peut pivoter sa raison d'être peut-être, mais j'ai l'impression qu'on fait plutôt des pivots business ou des choses comme ça. Enfin, on peut peut-être remplir sa raison d'être autrement. Enfin, c'est le comment qui change, quoi. Ouais, mais enfin bon, nous, en fait, on n'a pas changé. Enfin, notre mission, c'est d'aider chacun à trouver le bon job depuis le début. On développe des technos pour ça. Ça fait quand même 10 ans qu'on a développé, enfin qu'on a démarré sur cette mission. Et en fait, on a pivoté la boîte 3 fois, mais cette mission n'a pas changé en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que si c'est une mission qui a du sens, je pense que c'est une mission qui devrait avoir du sens quand même sur le long terme et qui doit être relativement résistante, résiliente à différentes pivots de l'entreprise sur plutôt son offre de services, etc. Mais il me semble, bon, voilà, donc déjà c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je suis pas sûr. Et de la même manière, je pense que ça ne marche pas quelque chose qui est fake sur le long terme. C'est-à-dire si en fait ok, donc on va faire venir peut-être certains collaborateurs, mais en fait, ils vont repartir ensuite. Donc, je vois pas trop. Enfin, je pense que quand même, ça peut pas fonctionner. Enfin... Pour répondre, il y a deux choses sur la. Je suis un peu en désaccord avec la première partie de ta réponse, c'est-à-dire que je pense que il y a l'aspect, toi, ta conviction en tant que dirigeant, que tu suis ta raison d'être et au fond, tu as raison. Mais est-ce que tu arrives à l'expliquer en temps et en heure à ton équipe? Et c'est en tout cas, c'était plutôt mon point sur le premier. Et ça, c'est il peut y avoir un désalignement qui est perçu. Ah oui, non, mais. Moi, j'ai pas de. Enfin, moi, j'ai effectivement. Ce que je disais, c'est que ma mission, finalement, dans le fond, n'a pas changé. Mais effectivement, j'ai pivoté et j'ai eu des désalignements par moment, effectivement, entre, disons, plutôt, je dirais, la mission plus opérationnelle, je dirais quasiment technique, en fait, de ce qu'on fait. Et là, effectivement, tu as dans tes pivots des désalignements. Et là, il faut travailler beaucoup sur la communication. De toute façon, en plus, la vision, je pense, ensuite un peu plus opérationnelle, elle doit être constamment retravaillée, constamment rappelée. C'est pas juste, voilà. Donc, tu as raison, il y a toujours un travail à faire là-dessus. Mais pour moi, je trouve que, enfin, moi, j'ai une méta-mission quelque part, enfin, qui nous drive. Hein, et je crois que même, je suis convaincu que même dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années,
on va continuer à faire des technologies qui permettent à chacun de trouver le bon job. Donc c'est vraiment le fond. Je pense que c'est un invariant, ça va pas changer. Et est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour tous ceux qui voudraient se lancer dans cette formulation de leur raison d'être, comment tu as procédé, par exemple? Non, alors moi, juste pour terminer, moi je suis pas le bon pour répondre à cette question, parce que en fait, moi je fais, alors la particularité de Clever Connect, je pense, Patrice le sait, c'est que en fait nous on fait des choses exceptionnelles. Mais en fait, on les communique assez peu et par moments, on les formalise pas très bien. Bon, là, donc, depuis le début, on fait des choses exceptionnelles. On a une mission qui est exceptionnelle. Bon, les collaborateurs le savent, hein, c'est pas que moi qui la porte, mais on n'a pas fait de démarche ultra structurée pour ça. Et d'ailleurs, on va le faire maintenant parce que c'est quand même de toute façon, maintenant, on va passer, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin ce matin, on va passer de 170 à 500 personnes. Donc, il faut quand même des choses plus, je dirais, plus structurées, plus organisées pour pouvoir porter effectivement en permanence, en fait, toute l'organisation autour effectivement de la mission. Donc, mais je ne suis pas le bon élève pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous, d'autres personnes qui veulent... Oui. Ah, oui. Sur la notion d'impact washing, je pense que il y a des gens qui sont des escrocs, comme tu dis, qui arriveront à avoir le bel article dans French Web ou Madines, parce que on sait très bien qu'ils ne creusent pas beaucoup, hein, il suffit d'avoir le bon communiqué, la bonne attachée de presse, mais les gens qui travaillent au quotidien, ils ne seront pas dupes. Nous, on le voit hein, depuis 1 an et demi qu'on a commencé à vraiment travailler là-dessus. Clairement, c'est un vecteur d'engagement, mais c'est aussi un vecteur d'exigence des salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se positionne là-dessus, où on dit voilà, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, ben, il ne faut pas de cadeau, ils attendent ça de nous. Et en tout cas, les salariés qui sont venus pour ça et pour qui c'est important, ils vont attendre de toi que ce soit du concret et que ce ne soit pas du bullshit. Parce que ils ont peut-être fait un choix important qui est de rejoindre ta boîte plutôt que d'aller dans une autre, peut-être être payé moins. Et s'ils le font, ils attendent que ce soit vrai, que ce soit authentique et que ce soit aussi acté avec de vraies choses et pas juste voilà, nous on l'a fait, on l'a tripoté, là on est entreprise à mission, on est en train de faire Bicor, on est je sais pas Ecovadis, quelque chose, on les fait tous ces trucs là parce qu'il faut les faire, mais en vrai moi personnellement c'est pas ça qui me délivrait. Ce qui compte c'est le fond de ce qu'on essaye de mettre en place. Moi, Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Sur la première partie de ta question sur le décalage, moi j'en ai connu un énorme décalage parce qu'il y a 2 ans et demi, j'ai eu l'idée de construire ce fameux logiciel et je l'ai présenté en interne et tout le monde l'a rejeté. Ils l'ont tout de suite rejeté parce que c'était tellement novateur qu'ils n'imaginaient pas que ce soit possible. Même pour eux, ça remettait en cause tout ce qu'ils étaient au passage. Et donc là, en effet, tu dis, bon, il y a un décalage, un gouffre même entre ce que je veux faire et comment je vais l'installer dans la société au sens très large du terme. Et la réalité des employés, ben, du coup, ça a mis 3 ans pour y arriver. Moi, je vous fais juste, je suis pas sûr que ça marche. Je vous fais juste une remarque sur la raison d'être. C'est que la raison d'être que vous pouvez avoir en France ne va pas être forcément les attentes que votre équipe américaine peut avoir. Et il y a vraiment aussi une adaptation culturelle de ça. Quand on a fait le travail sur les valeurs, on va dire les Européens étaient très environnement. Leur principale cause était l'environnement, pas du tout aux États-Unis, très sur la charité aux États-Unis. Voilà. C'est la charité qui a remonté. Après, nous, on l'a synthétisé sous une forme de care. Donc après, c'est du marketing qu'on fait derrière et des valeurs. Mais attention, parce que après, ça dépend si vous allez à l'international, ce que vous allez penser dans votre bureau français avec vos équipes françaises n'aura pas forcément l'écho et n'engagera pas vos équipes à l'international. C'est tout ce que je veux dire. Et un peu en continuité de ça, moi je pense que quand on lance une démarche d'impact, nous par exemple on a un angle social important, mais je pense qu'on ne peut pas se dire on va faire que ça et on va pas faire le reste. Pour moi à partir du moment où on fait ça, et c'est un travail qu'on a fait notamment avec Elodie, on s'est dit ok par exemple la partie green c'est pas notre cœur d'activité, mais on met en place des choses pour être neutral carbone, pour réduire nos émissions. Et pour moi, la démarche d'impact, elle est à partir du moment où on rentre là-dedans, il faut le faire sur tous les aspects, vraiment à 360 degrés. Et si on est green, il faut aussi qu'on soit social, sinon ça ne marche pas. Et si on est social, il faut aussi qu'on soit green, parce que sinon, ça ne sert à rien. Les efforts qu'on fait d'un côté, ils sont anéantis de l'autre. Et au final, on arrivera à trouver des gens qui adhèrent soit à l'un, soit à l'autre. Non, mais c'est une politique globale. Et après, pendant le Covid,
les appréhensions, l'appréciation des différents salariés est totalement différente. Bien sûr. Parce qu'en France, aujourd'hui, personne n'a craint pour son emploi et ses revenus. Le fameux quoi qu'il en coûte. D'accord. Donc ça, tout le monde est au courant. Aux États-Unis, la plupart pouvaient perdre leur boulot le lendemain matin. Donc plus de revenus. Donc l'entreprise, on a fait le choix de soutenir, de faire attention à eux, parce que franchement, c'était un choix qui était purement pour bien l'entreprise, parce qu'on pouvait sortir notre équipe, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu redémarrer, parce qu'on a tenu notre équipe, parce qu'on les a protégés pendant cette période de crise. Aujourd'hui, ils donnent à plein et ça croît, donc c'est un ensemble. Et juste pour vous dire, parce que nous, ça nous avait étonné, on pensait que le green, en plus dans le bois du digital, de l'hyper-consommateur, de serveur, etc. Attention, en fait, pas du tout. Aux États-Unis, c'est une autre approche, mais ils sont tout aussi, on va dire, ils veulent de l'impact, mais l'impact va être des critères différents.